village est gagné. Les Allemands disent qu'il y a déjà 400 000 soldats alliés sur le sol de France. Après la réussite du débarquement du 6 juin 1944, les armées alliées s'enlisent pendant plus de 2 mois dans la très dure bataille de Normandie, où les forces allemandes luttent avec acharnement dans le bocage nord. Durant cette période, le ciel de Reims est sillonné par les nombreux raids des aviations américaines et britanniques qui vont pilonner les centres stratégiques au cœur du Troisième Reich. Les chasseurs-bombardiers alliés, quant à eux, harcèlent les renforts de troupes allemandes qui essaient de rejoindre le front par le rail ou la route. Ce n'est que dans le courant du mois d'août que la percée peut être effectuée sur le front de l'Ouest, faisant s'effondrer les lignes de défense allemandes. La Seine est atteinte et Paris libéré le 25 août par la 2e division blindée française du général Leclerc. Dès lors, la 3e armée américaine du général Patton s'élance dans les plaines de l'Île-de-France et de la Champagne en direction des frontières du Reich en talonnant les unités morcelées de la Wehrmacht. Initialement, l'état-major allemand pensait faire de Reims un camp retranché pour bloquer l'avance des divisions américaines, mais la rapidité de progression de celles-ci, bousculant les troupes allemandes en retraite, ne permet pas la réalisation de ce plan. Les Allemands évacuent la ville de Reims. Il y a des éléments de différentes divisions comme la Panzerlehr avec des charpenters, des unités d'artillerie qui de 28 et 29 août traversent la ville pour se replier sur les Ardennes. Et les Allemands ne peuvent que mettre sur pied un certain nombre de combats retardataires autour de la ville, à l'ouest, au sud. Combats assez sévères puisque les Allemands ont quand même près de 500 tués dans ces opérations. Et ce qui a pour effet de ralentir 48 heures d'avance alliée. Pour parfaire ce blocage, les Allemands décident de faire sauter tous les ponts sur le canal autour de Reims dès le 28 et le 29 août. Et le 29 août, malgré tout, un pont est sauvé grâce à l'intervention du groupe de choc FFI du quartier Sarmy, commandé par le commissaire Bourlon, qui attaque les sapeurs allemands, leur cause des pertes et empêche la destruction du pont. C'est par ce pont qu'à l'aube du 30 août 1944, les chars du 735e bataillon peuvent entrer dans Reims, qui est libéré par le 2e régiment d'infanterie américaine appartenant à la 5e division US. En fin de matinée, cette division est rejointe par un groupe de combat de la 7e division blindée américaine qui, venant du nord par la route de Laon, s'empare de la base aérienne de Reims évacuée par les troupes allemandes. Au total, les combats pour la prise de Reims coûteront 446 morts et 1847 prisonniers aux Allemands, 13 tués et 86 blessés aux Américains. La population rémoise réserve un accueil triomphal à ses libérateurs dans toutes les rues empruntées par les troupes américaines, particulièrement place Royale et place de l'Hôtel de Ville, où à midi a lieu une cérémonie réunissant autorités civiles et autorités militaires. La ville de Reims est appelée à tenir une grande place dans l'échiquier stratégique allié, car d'une part elle est proche du front, et c'est une grande ville avec des infrastructures précieuses de communication, la route bien sûr, le chemin de fer, le canal, la base aérienne, de nombreux entrepôts, casernes dans la ville, surtout un central téléphonique intact qui n'avait pas été saboté ou détruit. Donc la ville offre toutes les qualités pour faire une base arrière importante. Et dès la libération, dès début septembre 1944, un poste de commandement avancé du chef du Supreme Headquarter d'Eisenhower, des forces alliées en Europe, est installé dans la banlieue de Reims au château de Gueux, et toute l'organisation de la logistique américaine, l'Oise Section, s'installe à Reims.
À Gueux, Eisenhower rencontre des personnalités politiques importantes, telles Winston Churchill et Charles de Gaulle, et les principaux chefs militaires alliés, dont les généraux Bradley, Patton et Delattre de Tassigny. Après l'opération Garden Market, où les armées alliées tentent en vain une percée aux Pays-Bas, la 101e division aéroportée américaine, baptisée Screaming Eagles, vient s'installer en novembre 1944 au camp de Mourmelon, près de Reims, pour repos et entraînement. À cette occasion, nous sommes donc fin novembre 1944, l'état-major de la 101e division aéroportée américaine s'installe ici, dans les locaux de l'actuel musée de la Reddition. Et c'est de ce lieu, lorsqu'il y a eu l'attaque surprise dans les Ardennes belges des Allemands, le dernier sursaut, le dernier coup de dé de Hitler, que le général Macauliffe, qui commandait alors par intérim la division, organisait le transfert en catastrophe de son unité sur Bastogne. Une ville encerclée n'est pas une ville perdue. Dans les Ardennes, Bastogne a été cernée par l'ennemi, mais déjà les convois de la contre-attaque montent vers la ville prisonnière. À la mi-février 1945, le général Eisenhower décide de transférer le quartier général allié de Versailles à Reims afin d'être plus près du théâtre des opérations en vue de l'invasion de l'Allemagne. Le chef, quartier général des forces alliées en Europe, s'implante donc à son tour dans une partie des bâtiments du Collège moderne et technique de Reims, précédemment occupé par l'état-major de la 101e Airborne. Les vastes locaux en briques rouges du collège, qui par ailleurs continuent à fonctionner et à recevoir ses élèves, constituent un parfait camouflage. Jamais les Allemands ne soupçonneront que le grand état-major allié se trouve dans un collège juste derrière la gare ferroviaire. Aujourd'hui, l'ancien collège technique a fait place au lycée Roosevelt, dont l'entrée est restée celle de l'époque du chef. En avril 1945, les alliés occidentaux, après avoir franchi le Rhin, foncent vers le cœur du Reich, les Anglais au nord, les Américains au centre et la première armée française au sud. À l'est, les armées soviétiques ont envahi la Prusse orientale et, sous le commandement du maréchal Zhukov, marchent sur Berlin qu'elles encerclent, prenant au piège Hitler qui se suicide dans son bunker le 30 avril. Le 2 mai, après de longs combats acharnés, Berlin est entièrement aux mains de l'armée rouge. Le grand amiral Dönitz, qui succède à Hitler, décide, en accord avec l'état-major allemand, d'essayer de mettre fin à la guerre à l'ouest afin de pouvoir continuer la lutte contre les soviétiques. Le 5 mai, il envoie à Reims, au grand état-major allié, l'amiral von Friedeburg avec mission de négocier un armistice séparé avec les alliés occidentaux. Eisenhower, se référant aux accords de Casablanca entre Churchill et Roosevelt avec l'assentiment de Staline, refuse cette proposition en soulignant que seule une capitulation sans condition sur les deux fronts était acceptable. Devant l'opposition des Alliés et l'échec de Friedeburg, Dönitz envoie à Reims le lendemain, 6 mai, le chef d'état-major des armées allemandes, le général Alfred Jodl, pour tenter de fléchir Eisenhower. Jodl arrive par avion sur la base aérienne de Reims vers 17h, d'où il est conduit dans les locaux du chef. Les Alliés se montrent intraitables quant à une reddition sans condition sur les deux fronts simultanément à l'ouest comme à l'est. Cependant, afin d'obtenir la capitulation le plus rapidement possible, il est concédé aux Allemands un délai de 48 heures entre le moment de la signature de la reddition et celui de la fin effective des combats, permettant ainsi de faire passer un maximum de civils et militaires allemands à travers les lignes anglo-américaines, afin de leur éviter d'être faits prisonniers par les troupes soviétiques. Dans ces circonstances, l'amiral Dönitz accepte la capitulation générale sans condition
et par message codé, autorise le général Jodl à signer l'acte de reddition des forces armées du Troisième Reich. Et effectivement, la signature qui aura lieu à 2h41 du matin le 7 mai prévoit la fin des combats le lendemain 8 mai à 23h01, ce qui fait presque 48 heures de délai. La veille, dans la soirée, 17 correspondants de guerre qui étaient consignés à Paris avec le tel scribe ont été amenés par avion sur la base aérienne de Reims et ont été conduits dans les locaux du chef, et ce qui fait qu'en pleine nuit, la cérémonie a pu avoir lieu dans la War Room, c'est-à-dire la salle des opérations du grand état-major allié en Europe, et un des correspondants de guerre américains, on en parlait, on disait c'est l'endroit le plus secret des endroits secrets d'Europe. C'est donc dans la War Room, de façon très symbolique, que les plénipotentiaires allemands sont reçus. Le général Jodl, encadré par son officier d'ordonnance, le major Oxenius, et par l'amiral von Friedeburg. Face aux Allemands sont présents 11 officiers alliés, américains, anglais, soviétiques et français. C'est le général Bedell Smith, chef d'état-major des forces alliées en Europe, qui préside la séance. Il demande à son homologue allemand, Jodl, chef d'état-major de la Wehrmacht, s'il est prêt à signer l'acte de capitulation. Celui-ci, d'un mouvement de tête, répond « Ya ». C'est donc à Reims, le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, que l'acte mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe est signé. Les 4 signataires en sont le général Jodl au nom des forces armées allemandes, le général Bedell Smith au nom des forces armées alliées, le général Sousloparov au nom du haut commandement de l'armée rouge, le général français Sevez à titre de témoin, puisque la cérémonie se passe sur le sol de la France. Après les signatures, le général Jodl se lève et s'adresse à Bedell Smith pour lui exprimer l'espoir que les vainqueurs traiteront les Allemands avec générosité. Après quoi, les 3 officiers allemands sont conduits dans le bureau du général Eisenhower pour lui être présentés. Le général Eisenhower, qui a suivi très attentivement les négociations sans y paraître, Jodl étant d'un grade inférieur au sien, n'assiste pas non plus à la signature pour les mêmes raisons. En revanche, accompagné de son adjoint le maréchal de l'air britannique Sir Arthur Tedder, il descend ensuite dans la salle de la capitulation pour y enregistrer son discours filmé de la victoire. Dans son discours, Eisenhower insistera sur la valeur symbolique de la signature en France. En janvier 1943, le président Roosevelt et le Premier ministre Churchill se sont rencontrés à Casablanca et ont annoncé que la formule de la reddition sans condition serait appliquée aux puissances de l'Axe. En Europe, cet engagement a été tenu. La gratitude, qui peut être assez grande, va à chacun des 5 millions d'hommes qui ont pris part à la lutte. La profonde reconnaissance et la gratitude durable de tous les citoyens libres des Nations Unies leur sont dues. Je pense qu'il est particulièrement symbolique que la reddition ait été signée au cœur de la France. Ce pays qui a tant souffert, ce pays où nous avons débarqué en juin dernier et dont les forces armées et les mouvements de résistance nous ont tant aidés. The country in which this invasion force landed last June, and the one in which the forces and resistance movements have helped it so much. Conformément à ce qui a été stipulé, l'acte prévoit la fin effective des combats le 8 mai à 23h01. Dans l'avion qui les a amenés à Reims, les journalistes devant assister à l'événement ont dû prêter le serment de ne rien révéler avant qu'il n'y soit autorisé par le commandement allié. Ceci afin de passer sous silence le plus longtemps possible le délai accordé aux Allemands. Après la cérémonie, à l'aube, aux premières heures du 7 mai, les journalistes ont été rembarqués en avion sur le terrain de Reims pour rejoindre Paris, l'hôtel Le Scribe, où ils étaient consignés. Et l'un d'entre eux a vendu la mèche. Il s'appelle Edward Kennedy, de la Associated Press. Tout simplement, en fin de matinée, il entend à une radio de l'hôtel
l'annonce de la capitulation allemande faite par Dönitz lui-même à la radio de Flessenburg. La nouvelle était lancée et grâce, ce qui est important pour nous à Reims, grâce au décalage horaire de 6 heures, les journaux américains dans leur édition du soir, à la date du 7 mai, on peut titrer la capitulation allemande, la victoire à Reims, signée le matin même. Pris de court, les chefs d'État occidentaux, Truman, Churchill et De Gaulle, se mettent d'accord pour annoncer la fin de la guerre et la victoire dans des discours radiodiffusés le lendemain, 8 mai, à 15h. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Staline, quant à lui, furieux d'avoir été un peu dupé, déçu que la décision ne se soit pas concrétisée en zone soviétique pour légitimer un peu les 26 millions de morts, tant civils que militaires russes pendant le conflit, a exigé qu'une seconde cérémonie ait lieu à Berlin, au cœur du Troisième Reich, conquis par l'armée rouge. En dépit des réticences des responsables militaires, les chefs d'État occidentaux cèdent à l'exigence de Staline pour raisons diplomatiques et pour rendre un légitime hommage aux millions de civils et militaires soviétiques tués durant le conflit pour la lutte contre le nazisme. C'est donc à Berlin, au quartier général du maréchal Zhukov, qu'a lieu la seconde cérémonie, juste après l'heure de la fin officielle des combats, 23h01 le 8 mai. En réalité, pour les soviétiques, on est déjà le 9 mai, car Staline a décrété que tous les territoires allemands occupés par l'armée rouge seraient mis à l'heure de Moscou, soit un décalage d'1 heure. À Berlin, l'issue des pourparlers étant connue depuis 36 heures, la cérémonie peut bénéficier d'une grande couverture médiatique et le choix des signataires n'étant plus soumis aux contraintes opérationnelles de l'état de guerre bénéficie des plus hautes représentations. Le général Keitel, chef de la Wehrmacht, le maréchal Zhukov, le maréchal de l'air Sir Tedder et le général de Lattre de Tassigny. Ainsi, la capitulation de mai 1945, qui symbolise la victoire sur le nazisme, reste associée au 8 mai et à Berlin, tandis que Reims et le 7 mai sont relégués au second plan. Par ailleurs, les pays de l'Est commémorent cette victoire le 9 mai. Le hasard des circonstances fait bien les choses finalement, parce que le grand état-major allié, en concordance avec la municipalité rémoise, avait décidé d'organiser un grand défilé pour commémorer la victoire, précisément le 9 mai à Reims. Donc une première partie avec des contingents militaires présents sur la ville, de différentes nationalités. Ensuite, une partie civile avec les enfants des écoles, les groupes associatifs, les groupes de résistants, d'anciens combattants, partis politiques. C'est en fait un cortège, un défilé de plus de 10 000 personnes qui a serpenté dans les rues de Reims, partant de la place de la République, montant la place d'Erlon, pour passer devant la tribune officielle qui était sur le palais de justice. Je vous confie non seulement les clés de la salle de la capitulation, mais aussi celle de la liberté du monde. Et le général américain remet à M. Sicre, maire de Reims, les clés de l'école où les plénipotentiaires allemands sont venus signer la capitulation du Reich.
Thank you.